On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc la liberté. Luc, parle-moi de Jésus. Et là, c'est pas le surnom que je donne à Donald Trump. Parle-moi du vrai Jésus, Luc. C'est ton chemin de Damas aujourd'hui, Richard. Donc, pour ceux de notre génération, la référence est peut-être appropriée. Pour les autres, je ne sais pas. Écoute, c'est un phénomène que j'observe dans les dernières années. Il n'y a pas si longtemps, j'enseignais, puis la religion était toujours un élément fondamental à comprendre pour comprendre les Américains. Donc, c'est un peuple qui est croyant, c'est un peuple qui est pratiquant en général, mais dans les dernières années, il y a une tendance qui ne se dément pas. Le nombre d'adeptes, donc, est à la baisse, et il y a un autre phénomène qui est, même quand on croit, on ne croit plus nécessairement, ou on ne prend pas nécessairement la peine de se rattacher à une confession religieuse ou à une église. Et j'enfile avec le véritable sujet qui est, cette année aux États-Unis, si la tendance se maintient, il va y avoir 15 000 églises de moins. On va dire c'est un grand pays, les États-Unis, mais 15 000 dans la même année, c'est énorme. Et ça a provoqué toutes sortes de phénomènes. Des inquiétudes dans les communautés religieuses, des gens qui ont simplement cessé de pratiquer, peut-être croient-ils encore, mais ils ne pratiquent plus, et d'autres qui, eux, devant la fermeture de certaines églises, se trouvaient un peu dépourvus. Et il y a des églises qui deviennent maintenant gigantesques parce qu'on a une porte ouverte sur de nouveaux fidèles. Avoir autant de nouveaux fidèles au sein des grosses églises, ça a posé un autre problème. Est-ce qu'un pasteur, aussi bon soit-il, aussi charismatique soit-il, est en mesure d'accueillir tout ce monde-là et en mesure d'avoir une relation interpersonnelle? Est-ce qu'on peut se rapprocher de ses fidèles quand on en a autant? Que faisons-nous? Et tu vas voir que la réponse, elle est tout à fait 21e siècle. Par contre, elle est controversée. Embarquons l'intelligence artificielle. Et l'Église s'est donc tournée vers l'intelligence artificielle, vers les réseaux sociaux. Et je le disais hier, on a peut-être confondu ça avec une blague parce que ça peut faire rire de l'entendre comme ça, mais vous pouvez maintenant, écoute, je découvre tout un monde depuis une semaine. On peut maintenant discuter directement avec Jésus, mais la version intelligence artificielle de Jésus. Donc, il y a une application que je suis allé tester qui s'appelle Text with Jesus. Donc, tu peux échanger des textos en temps réel avec Jésus et tu en as pour toutes les dénominations religieuses. Tu as Episcobot, par exemple, un robot conversationnel. Tu as des doutes, tu as des questions, tu veux tester ta foi, tu veux tester le contenu des Saintes Écritures. Tu peux même aller à la confesse en ligne avec le One Day Confess. Donc, et c'est intéressant parce que là, j'ai été un peu troublé parce que ça ressemble à un modèle d'affaires, on l'aura deviné, c'est que devant Dieu, nous ne sommes pas tous égaux, du moins pas dans la version application et intelligence artificielle, parce que tu peux prendre de nouvelles applications et tu as la version de base et pour un léger supplément, la version premium. Alors, je sais pas, moi, je suis allé interroger Jésus, Marie et Joseph, mais la version bas de gamme, je ne sais pas ce que tu as de plus. Je suis pas allé vérifier, je voulais pas dépenser de sous là-dedans, donc investir dans ma foi ou dans ma religion. Mais donc, tu as une version premium de tout ça. Et ça fait réagir. Ça fait réagir à l'extérieur de l'Église, mais au sein même des communautés religieuses, ça pose toutes sortes de problèmes. La plus grande question étant, qui contrôle ça? Donc, qui est derrière qui? C'est comme ça dans les médias, ça va être comme ça encore plus avec l'intelligence artificielle, c'est qui nourrit la machine? Hein, qui envoie, entre guillemets, en très mauvais français, qui envoie l'input? Quelles sont les informations de base qui valident tout ça? Et si, en dehors de l'Église, on peut tomber amoureux de son robot conversationnel au point de vouloir l'épouser, ça va se terminer comment si tu jases avec Jésus tous les jours et qu'il a cette relation avec toi? Donc, ça pose ce problème de contrôle de l'information. Et de l'autre, il y a des croyants qui s'y opposent parce qu'ils ne trouvent pas ça éthique ou ils ne trouvent pas ça moral que de confier à une intelligence artificielle cette relation-là qu'on a avec, pour les croyants, donc un être suprême ou une force plus grande que nous, mais quelque chose d'abstrait. Ça, c'est un beau livre de science-fiction. À force de fouiller puis de développer des intelligences artificielles hyper intelligentes, hyper performantes, on va se rendre compte que Dieu est une intelligence artificielle. Peut-être que Dieu est une intelligence artificielle. Je pense que tu as un scénario de film, Richard. Ben oui.
Vraiment. On a commencé, hein, c'est une tendance depuis quelques années. On voit ça un petit peu dans les films, puis ça s'accélère. On augmente le nombre de films où on va parler de l'intelligence artificielle. Et je pense que tu tiens quelque chose. Mais tu vois, le phénomène religieux est suffisamment important. Je pense que derrière ça, il y a de très, très bonnes intentions, mais il faudrait être naïf pour ne pas voir poindre non plus l'appât du gain. Les vendeurs du temple existent aussi en intelligence artificielle, donc ils ne sont pas loin. Écoute, Jésus avait été tenté par le diable. Hein? Il était dans le désert et le diable avait dit je suis prêt à te donner tout ça, etc. Et il a été tenté. Il y a eu un moment de doute. Trump aussi a été tenté par le diable Epstein. Est-ce qu'il a donné son âme au diable, Luc? Ce qui explique ce petit éclat de rire ou ce rictus, c'est il y a toutes sortes de vieux proverbes puis de devises plus ou moins quétaines, comme qui vit par l'épée périt par l'épée. Et voilà, et j'ai l'impression que c'est ce que vit Donald Trump ces jours-ci. C'était déjà un supplice de la goutte, mais là, c'est plus qu'une goutte. C'est le supplice du ruissellement. Donc, il y avait le ruissellement vers le bas en économie. Maintenant, on a le ruissellement vers le haut, parce que ça remonte jusqu'au président. Donc, allons-y de grandes thèses et d'hypothèses aujourd'hui. C'est un reflux gastrique. Voilà, vers le haut. Alors, un peu de Nexium ou autre, de Pantoloc pour calmer ses brûlures. Donc, le président Trump est littéralement hanté par ça. Son nom revient régulièrement. Et je pense que, pour l'essentiel, le mal est déjà fait. Il y a beaucoup de gens, dont moi, qui ont couvert presque en temps réel hier, le moment où on allait assermenter cette nouvelle représentante à la Chambre des représentants, Mme Grivalra. Donc, on attendait son vote parce qu'il devenait son vote le 218e vote pour qu'on puisse ensuite demander du côté de la Chambre des représentants au ministère de la Justice, au département de la Justice, de publier l'entièreté, la somme de renseignements du département de la Justice sur, appelons ça le dossier Epstein. Ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est bien pour ceux qui veulent faire la lumière là-dessus, mais on n'aura pas ça demain, cette information-là, parce qu'il faudrait que le Sénat, pour forcer le département de la Justice à agir, c'est une loi. Donc, en fait, ça passe par la Chambre des représentants, ça c'est déjà important, et c'est fait. Donc, on l'exige. Maintenant, on va voter au Sénat, mais on avait déjà refusé de voter là-dessus. Je vois pas pourquoi on aurait changé d'idée, à moins d'une pression populaire extraordinaire. Et là où ça risque de bloquer, quand pour un projet de loi, ça passe par la Chambre et le Sénat, mais il faut que le président pose sa signature pour que ça ait force de loi, pour que ça devienne une loi. Oui. Mais même s'il est impliqué dans l'histoire dont il est question. Et de toute façon, au criminel, on a statué là-dessus à la Cour suprême. Au criminel, il jouit d'une immunité totale, entière, complète. Donc, tout est dans immunité, je comprends, immunité, mais là, on parle de possibilité d'agression sexuelle sur des mineurs. Jusqu'où tu pousses l'immunité? Puis écoute, là, il y en a aussi pour tous ceux qui rêvent de théorie du complot, qui s'amusent. Il y a énormément de choses qui circulent en ligne. D'anciennes plaintes, une plaignante de 13 ans qui disait avoir été agressée par M. Trump, puis finalement, elle ne s'est pas présentée en cours, mais les documents circulent. Tout ça pour dire qu'on ait la totalité des documents ou pas. Moi, j'aimerais que ce soit divulgué, ne serait-ce que parce que on obligerait des gens qui ne rendent pas habituellement de compte à en rendre. Ce sont des gens très riches, très puissants, qui ont bénéficié des services qu'offrait Epstein, puis je trouve ça juste dégoûtant de le formuler comme ça. Donc, j'aimerais bien ça que ces gens-là rendent des comptes, peu importe qui ils sont. Et dans ce cas-ci, le président des États-Unis est impliqué. Puis, dans les documents qui circulent déjà, ça, c'est des documents qui appartiennent à la famille Epstein. Donc, c'est de là que viennent les renseignements qu'on apprend sur le président ces jours-ci. Comme quoi, M. Epstein a dit, ou Jeffrey Epstein a dit, bien sûr qu'il était au courant pour les filles. Donc, il y a plein d'informations plus ou moins réjouissantes pour M. Trump là-dedans. Mais je pense que le mal est déjà fait. Donc, pour les opposants de Donald Trump, on va toujours en vouloir plus, mais je pense que le pire est fait pour les partisans de Donald Trump, parce qu'il y en a qui, dans ce dossier-là, sont prêts à se ranger avec les démocrates parce que de la prostitution juvénile ou du trafic humain ou du trafic sexuel, pour eux, c'est la barre c'est la limite, la frontière qu'ils ne veulent pas franchir. Ils sont prêts à se ranger du côté des démocrates dans plusieurs cas. Donc, chaque fois que Donald Trump perd une partie de sa base, même si c'est une petite partie, il ne peut pas gagner si cette base-là ne lui est pas entièrement acquise, totalement loyale.
Tout ça pour dire, c'est le cauchemar actuellement pour les républicains et pour M. Trump. Et hier, le plus bel exemple de ça, c'est qu'on s'est retrouvé dans ce qu'on appelle la Situation Room, donc qui est en fait la cellule de crise avec la ministre de la Justice. On a rencontré une élue du Congrès, mais quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, est-ce qu'il va y aller d'une rencontre d'urgence dans la Situation Room? Ça, c'est le genre d'endroit où on va quand on décide de mener une opération pour éliminer Oussama Ben Laden. Si le président n'a rien à se reprocher, pourquoi aller dans cette cellule de crise et s'entourer de son personnel? Donc, c'est la raison pour laquelle je dis, pour moi, le mal est déjà fait. Si on il y a des gens qui se sont ralliés à Trump parce que, justement, ils disaient que Trump allait faire le ménage chez ces riches pervers qui appartenaient à un réseau de pédophiles. Et là, ils se rendent compte que leur idole trempait peut-être là-dedans. Alors, écoute, on a parlé de populisme récemment, j'en ai parlé pour Donald Trump, j'en avais parlé pour Mamdani, puis entre autres, un des traits communs dans le populisme, c'est de s'en prendre aux élites, c'est d'être plus près du peuple. Bien, ceux qui ont voté pour Donald Trump en disant on est contre les élites, c'est les élites qui frayaient, ou certaines, pas toutes, mais c'est certaines élites qui frayaient avec Epstein, incluant Donald Trump. Donc, c'est là où le message, dans la tête d'un partisan, il y a un déclic qui se fait de certains partisans à tout le moins. Donc, la suite va être intéressante et moins pour le côté salace, spectaculaire ou sensationnaliste que jusqu'où Donald Trump peut-il faire ce qui est mentionné hier. Il avait dit, je pourrais en tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue et on va quand même voter pour moi. Jusqu'où, c'est ça. Peut-être que d'aller avec Epstein, ça, c'est la limite. Il pouvait peut-être abattre quelqu'un, mais peut-être pas fréquenter les filles qu'Epstein lui fournissait. Ou à tout le moins, c'est ce qui circule. Comme tu disais, celui qui vit par le sabre, meurt par le sabre, lui, c'est un autre genre de sabre. Merci beaucoup. À demain, Luc. Tu parlais de Star Wars, probablement. Bye. Salut.